Radio Publique Africaine. Monsieur Doudou Diène, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi, une commission qui enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi depuis déjà 3 ans. Est-ce que pour commencer, vous pourrez nous dire brièvement, avoir la première année de votre enquête et cette 3e année, comment pouvez-vous décrire la situation des droits de l'homme au Burundi depuis 2016? Aujourd'hui, nous sommes en 2019. C'est une situation qui évolue ou qui se dégrade? Alors, dans les 2 rapports précédents qu'on a sortis, des rapports réduits et des rapports plus épais, nous avons la conclusion, le concept central que nous avons mis dans nos rapports pour caractériser la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est la persistance des violations des droits de l'homme au Burundi, c'est-à-dire que ça continue. Et cette continuation des violations des droits de l'homme, nous les avons documentées dans nos 2 précédents rapports d'une manière extrêmement détaillée. Par exemple, le dernier rapport qu'on a sorti l'année dernière, il était environ de plus de 200 pages. Et là, nous allons sortir maintenant, présenter aujourd'hui un nouveau rapport qui donne donc à la communauté internationale le tableau qui nous semble le plus précis sur cette persistance des violations des droits de l'homme. Oui, pour cette 3e année, existe-t-il de nouveaux crimes qui auraient été commis, qui n'étaient pas jusque-là commis? Si c'est le cas, quels sont ces crimes? Alors, dans notre dernier rapport, et ça nous allons aussi le souligner tout à l'heure, pour aider la communauté internationale à saisir la gravité de la situation, nous avons identifié les violations commises depuis 2018. Il y a des violations du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique. Cette première violation-là comprend, je pourrais être beaucoup plus précis, des exécutions sommaires et des disparitions, y compris des disparitions forcées d'opposants politiques, des arrestations et détentions arbitraires de défenseurs des droits de l'homme et de personnes refusant de rejoindre le parti au pouvoir, la torture et mauvais traitement de personnes soupçonnées de coopérer avec des groupes armés, des violences sexuelles, y compris des viols collectifs et de la torture à caractère sexuel, en raison de l'affiliation politique ou le refus de rejoindre le parti au pouvoir. Ça, c'est un tableau des violations du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique. Alors, la deuxième grande catégorie de violations des droits de l'homme, donc la première, c'est les violations du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique, que j'ai essayé de détailler. La deuxième grande catégorie, c'est les violations des libertés publiques, qui comprennent donc la censure et le contrôle des médias nationaux et internationaux et des activités des journalistes, le contrôle accru sur les activités des organisations de la société civile nationale et internationale, des restrictions sévères des activités des partis politiques d'opposition et persécution de leurs adhérents, le contrôle accru sur les églises, c'est un phénomène nouveau mais très grave et significatif, et mise en garde des chefs religieux pour décourager toute critique. Et enfin, dans cette catégorie des violations des libertés publiques, les violations du droit de voter librement dans le cadre du référendum constitutionnel de 2018. Donc ça, c'est la deuxième grande catégorie de violations que nous avons documentées. Maintenant, la troisième catégorie, et qui pour nous est très importante, on a attiré l'attention de la communauté internationale et du Conseil sur ça, c'est les violations des droits économiques et sociaux. Et ça, c'est important, parce que beaucoup de commissions d'enquête se polarisent, on peut le comprendre, sur les droits civils et politiques. Les arrestations, les détentions, les tortures, c'est très important. Mais on oublie que les violations des droits de l'homme, leur conséquence la plus profonde, c'est quand elles touchent aux conditions de vie de la population, littéralement. Or, la communauté internationale s'est dotée d'un instrument international, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels.
c'est-à-dire tous les qui concernent le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, à logement, le panier de la ménagère, les conditions de vie, la pauvreté. Et donc, dans notre deuxième rapport, on a dit à la communauté internationale, il va falloir suivre cette question, parce que la crise est en train effectivement d'accroître la pauvreté de la population à cause précisément des violations. Alors, ces violations des droits économiques et sociaux sont caractérisées par des contributions forcées pour les élections de 2020 et en faveur du parti au pouvoir, le recrutement discriminatoire sur la base de l'affiliation politique dans les secteurs publics et parapublics, ça veut dire qu'il faut être affilié politiquement pour pouvoir avoir des postes, l'exclusion d'écoliers et qui n'avaient pas payé la contribution pour les élections de 2020, et ça on l'a documenté, c'est dans notre rapport, et enfin des travaux communautaires obligatoires en faveur du parti au pouvoir. Donc voilà, grosso modo, les violations des droits de l'homme commises depuis 2018. Quelque part dans votre rapport, vous mentionnez que vous avez des noms de certains auteurs, de présumés auteurs, sans vous le demander, de les publier pour des raisons que vous avez même soulignées dans votre rapport, et pour des raisons peut-être d'éthique ou présomption aussi d'innocence. Vous pourrez nous dire dans quelle catégorie se recrutent ces présumés auteurs Disons que deux réponses. La première, c'est que toutes les commissions d'enquête qui sont créées contiennent toujours trois mandats fondamentaux. Un, documenter les violations des droits de l'homme. Deuxièmement, identifier les responsables. Et troisièmement, voir tout ce qui touche aux questions d'impunité et de la justice. Et enfin, formuler des recommandations. Donc, l'identification des responsabilités est un des grands progrès de la lutte pour la promotion des droits de l'homme et contre les violations des droits de l'homme. C'est-à-dire que ceux qui sont les auteurs ne peuvent pas être anonymes, rester anonymes. C'est parce qu'ils sont restés trop longtemps anonymes que les violations continuent à être commises. Donc les gens savent, dans tous les pays, ceux qui le commettent, et que la commission d'enquête et la communauté internationale cherchent à les identifier. Alors, deuxième point pour répondre à votre question, sur la base du principe de la présomption d'innocence, on ne peut pas divulguer les noms de gens de cette manière. Mais en même temps, nous indiquons dans nos rapports, et c'est une des règles des Nations Unies, que cette liste est disponible pour des organes judiciaires légitimes qui peuvent venir les examiner. Par exemple, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a été saisie, donc s'est donné la compétence de 2015 à 2017 jusqu'à au retrait du Burundi, donc d'enquêter. La Cour pénale internationale est venue voir nos sources, notre documentation et nos listes, et ils ont estimé que nos documentations sont extrêmement solides, et ils ont officiellement écrit pour dire qu'ils souhaitent coopérer avec nous. Donc voilà, sur ce qui concerne les responsables. Oui, sans dire les noms. On ne peut pas les donner parce qu'il y a la présomption d'innocence. Mais maintenant, pour les catégories, dans notre rapport, nous indiquons les trois grandes catégories de responsables. La catégorie principale, ce sont les Imbonerakure, c'est-à-dire l'association des jeunes liés aux partis politiques. Et là, vraiment, la documentation que nous avons recueillie, et on le précise, ce sont les Imbonerakure, massivement. Mais la deuxième catégorie, ce sont les services, les institutions de l'appareil d'État sécuritaire, comme le CNR, etc., la police, la gendarmerie, qui aussi commettent des violations graves des droits de l'homme et qui le commettent aussi avec les Imbonerakure. C'est-à-dire que le facteur qui est très intéressant, c'est la jonction maintenant qui n'est plus masquée entre les institutions sécuritaires d'État qui violent les droits de l'homme et des groupements qui étaient identifiés ou posés comme étant des groupements en dehors de l'appareil d'État. Et donc, l'armée, il y a quelques éléments que nous avons identifiés dans ce qu'on a recueilli, mais globalement, ce n'est pas l'armée qui est un des acteurs principaux de ces violations. Et enfin, les autorités locales et administratives locales, qui violent d'une manière absolument délibérée et claire les droits de l'homme. Alors, tout cela, nous les avons documentés dans notre rapport.
C'est-à-dire, vous mentionnez le Imbonerakure de façon générale ou il y a Ils sont des dedans, dans les listes que noms. nous avons, ce sont des gens qui viennent de ces 3 groupes-là. Ah, ok, des individus. Ah oui, les individus individuels. nominativement qui ont sur nos listes, c'est dans ces groupes-là, de ceux qui violent, parce qu'on nous demande d'identifier les responsabilités. À partir du moment où notre analyse nous permet d'identifier la nature des violations des droits de l'homme et les acteurs, évidemment, la liste que nous recueillons, que nous recoupons, que nous vérifions, recouvre les auteurs des violations des droits de l'homme, ces groupes-là. Oui, nous sommes à la veille des élections. Dans votre travail d'enquête, d'analyse de la situation des droits de l'homme, je me dis qu'il y a des indicateurs dans ce travail. Quelle est la situation aujourd'hui du Burundi à la veille des élections? Comment vous pouvez l'identifier? À quel indicateur est le Burundi? Alors, là, à la veille des élections, et c'est un point très important parce que le message central que nous donnons à la communauté internationale, qu'on va ponctuer avec le Conseil tout à l'heure, c'est que cette période est peut-être la période la plus difficile, la plus délicate, la plus complexe pour le peuple burundais et pour tous les organes et institutions qui veulent suivre la situation des droits de l'homme, parce que c'est la période, le processus électoral qui doit arriver aux élections de 2020. Et l'histoire du Burundi, c'est l'histoire de l'aggravation des droits de l'homme pendant les processus électoraux. Le dernier sur le référendum a été l'exemple le plus précis. Et donc, nous lançons le premier message. Attention, à la fois à la communauté internationale, mais également aux autorités burundaises. Voilà, cette période est extrêmement sensible parce que l'histoire du Burundi confirme que les processus électoraux sont le théâtre de violations graves. Alors, à la veille maintenant de ces élections, nous avons fait un tableau. Par exemple, on a dit, et je reviens au concept que j'ai indiqué tout à l'heure, la persistance des violations des droits de l'homme. Et cette persistance se structure autour donc des violations que j'ai citées tout à l'heure, mais également de l'instabilité économique, le nombre de réfugiés dans les pays limitrophes, l'impunité générale pour les violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité commis depuis 2015 et l'absence de perspective de solution politique à la crise. Maintenant, à l'approche des élections, le climat. Ce que nous avons identifié comme points centraux du climat qui caractérise le climat là, à l'approche des élections, et on alerte la communauté internationale là-dessus, c'est et c'est un point important, le rétrécissement de l'espace démocratique avec une société civile contrôlée et des médias censurés. Deuxième point, l'existence de groupes armés d'opposition burundais. Troisièmement, l'illusion de multipartisme et un climat général d'intolérance politique. Quatrièmement, le verrouillage de l'espace politique par le parti au pouvoir CNDD, FDD et sa Ligue des jeunes, donc le verrouillage de l'espace politique qui s'ajoute, comme je l'ai dit, au rétrécissement de l'espace démocratique et la dérive personnelle du pouvoir du chef de l'État. Ensuite, l'existence donc de groupes armés, les incertitudes quant à l'attitude des forces de défense et de sécurité burundaises lors des élections, l'absence d'un véritable processus de réconciliation et de justice transitionnelle pour les atrocités commises dans le passé, et enfin, l'instrumentalisation de l'histoire et des divisions ethniques à des fins politiques. Et donc, à l'approche des élections, nous disons à la communauté internationale, voilà le tableau que nous avons identifié. Et donc, ça nous amène à la question centrale qui est posée à la communauté internationale que nous allons développer dans notre rapport, que nous allons développer et présenter cet après-midi. La grande question, c'est de savoir si de la persistance des violations des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elle continue, le processus électoral va aboutir à l'aggravation des violations des droits de l'homme. Alors c'est là que nous, la commission d'enquête sur le Burundi, nous avons, je pense, innové, parce qu'on a estimé que oui, nous allons enquêter. Et notre enquête va d'abord présenter un tableau de la situation des violations des droits de l'homme, documenté, précis, objectif, qui n'est pas politique,
violation grave des droits de l'homme. On va essayer d'être le plus rigoureux possible parce qu'on sait que c'est là que la crédibilité de notre rapport se trouve. Mais nous avons pris l'initiative, nous, commission d'enquête, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres commissions d'enquête, moi j'étais dans la commission d'enquête sur Gaza et d'autres, c'est de dire à la communauté internationale, il y a une dimension qui est importante qu'il va falloir que vous puissiez prendre en charge. C'est la prévention des violations des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et se réunir toutes les années, présenter des rapports, montrer les crimes, les victimes, la souffrance des gens, les décrire objectivement, les analyser juridiquement, identifier des responsables, mais la souffrance des peuples là est déjà acquise. Et le devoir de la communauté internationale, qui est dans le mandat du Conseil des droits de l'homme, c'est la prévention, prévenir. Et c'est là que nous avons innové, et on va l'indiquer dans notre rapport tout à l'heure, c'est que nous avons bénéficié d'un travail qui était en train d'être fait par différents mécanismes des droits de l'homme depuis de nombreuses années, qui a été synthétisé par le Bureau de la prévention du génocide à New York, auprès du secrétaire général, et qui ont réussi à synthétiser tout ce processus, et qui ont réussi à identifier 8 facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs de risque qui permettent à la communauté internationale de suivre la situation et littéralement, en veillant attentivement sur chaque facteur de risque, de prévenir la violation des droits de l'homme. Et c'est un tournant, à mon avis, absolument nouveau dans les droits de l'homme. Je pense que d'autres commissions d'enquête l'utiliseront. Mais ces facteurs de risque ne sont pas seulement utilisés par les organes institutionnels des Nations Unies. Elles sont à la disposition du peuple burundais, parce que c'est une sorte de feuille de route qui leur permettent de suivre leur situation au fur et à mesure. Ces 8 facteurs, c'est utilisé également par le peuple, les partis politiques, tous les acteurs burundais l'utilisent, y compris le pouvoir. Le pouvoir sait maintenant qu'il y a 8 facteurs de risque. Et donc, il est certain qu'à partir du moment où nous les mettons en exergue, où nous disons à la communauté internationale, veillez-y, ces 8 facteurs, chaque action ou parole le pouvoir va faire, le pouvoir se demandera si cette action-là peut confirmer ou non l'existence d'un facteur de risque. Donc c'est un tournant que nous sommes en train d'apporter. Alors ces 8 facteurs de risque, je peux vous les lire, et c'est vraiment très important. Le premier facteur de risque, c'est un environnement marqué par l'insécurité et une instabilité sociopolitique. Et là, j'attire votre attention sur le sociopolitique. Le socio couvre les droits économiques et sociaux. Et le politique, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les violations des libertés publiques, etc. Le deuxième facteur de risque, c'est des structures étatiques faibles, notamment le système judiciaire. Parce qu'on sait que dans toutes les crises de violation des droits de l'homme dans tous les pays, ce qui les fait perdurer, c'est l'impunité, c'est-à-dire la question de la justice. Et là, nous disons, deuxième facteur de risque, ce que dit ce processus, nous le mettons maintenant comme facteur de risque, c'est des structures étatiques faibles, notamment un système judiciaire faible. Troisième facteur de risque, un climat d'impunité qui est lié et qui est précédent à la justice, un climat d'impunité générale pour les violations graves des droits de l'homme, récentes et passées. L'impunité, donc, est un facteur qu'il va falloir suivre pendant ces mois-là, avant les élections, comme facteur de risque, pour voir si le pouvoir va punir ceux qui ont commis des crimes. Ils le savent, et nous, en tout cas, on les documente. Et donc, c'est un point important. Le quatrième facteur de risque, c'est l'existence d'intentions et de motifs de recourir à la violence, notamment la volonté du parti CNDD-FDD de se maintenir au pouvoir, y compris en instrumentalisant à des fins politiques des griefs et des cas d'impunité issus du passé. Et là, nous identifions, nous disons parti politique, sur sa base des facteurs de risque, attention. Vos comportements, vos attitudes, vos déclarations, vos actes constituent un facteur de risque et la communauté internationale va pouvoir suivre ce que vous allez faire. Donc là, nous sommes en train vraiment de donner à la communauté internationale un outil extrêmement important et qui n'est pas abstrait ou philosophique. Là, nous ciblons, nous disons le parti politique dominant qui est un des responsables de violation. Le cinquième facteur de risque, c'est la capacité des différents acteurs à recourir à la violence et à commettre des violations. Alors ça, c'est un point important, j'insiste, le mot capacité. C'est-à-dire que les violations des droits de l'homme ne sont pas des choses abstraites. Ceux qui le font disposent de moyens, la capacité des armes,
des instruments de violence, d'où les prennent-ils, etc. Et donc, ils sont capables de faire les violations des droits de l'homme. Et cette notion de capacité, elle est importante. Ça veut dire que ce sont des groupes ou des institutions qui peuvent effectivement agir concrètement, violer les droits de l'homme. Le 6e facteur de risque, c'est l'absence de facteurs atténuants tels qu'une société civile nationale solide, organisée et représentative, et des médias nationaux libres, diversifiés et indépendants. Ça, c'est un point aussi important. L'absence de ces facteurs atténuants, c'est-à-dire que les facteurs qu'on a identifiés, que le groupe a identifiés, que nous avons maintenant intégrés dans notre travail, peuvent être atténués, pourraient être atténués et éviter les violations des droits de l'homme si il y avait une société civile nationale solide, organisée et représentative, ce qui n'est pas le cas, nous le documentons, et des médias nationaux libres, diversifiés, indépendants, ce qui n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de facteur atténuant. Donc, c'est un signal de l'aggravation de la situation. Alors, le 7e facteur de risque, c'est des circonstances et un climat propices aux atrocités criminelles, y compris l'instrumentalisation de l'identité à des fins politiques. Et là, je voudrais vraiment insister sur la profondeur de ce facteur de risque, parce que ce facteur de risque introduit un élément qui, dans l'histoire du Burundi et de la région, a été au cœur des violations des droits de l'homme, c'est l'identité. Les constructions identitaires, la manière dont les communautés ont été antagonisées par l'histoire, par la colonisation et d'autres, et comment la haine s'est installée ou développée et instrumentalisée à cause de l'identité, l'enfermement identitaire, l'ostracisation des autres communautés à cause de la construction identitaire et toute la hiérarchisation des identités. Donc la notion d'identité nationale, nous disons à la communauté nationale, c'est une circonstance extrêmement importante et qui est propice. Donc, pour nous, commission d'enquête de la communauté nationale, c'est de voir l'intensité de ce facteur identitaire et comment il joue dans les atrocités criminelles. Et enfin, le 8e facteur de risque, c'est l'existence de facteurs déclencheurs, notamment la tenue des élections. C'est-à-dire que tous les facteurs que nous avons intégrés sont là, mais il faut un contexte politique ou autre pour qu'il se déclenche, il produise tous les effets. Et donc, ce 8e facteur, il est central. Et nous disons à la communauté internationale, nous sommes dans ce 8e facteur pour la préparation des élections 2020, et il peut déclencher tous les autres facteurs de risque. Donc là, je crois que nous avons donné à la communauté internationale, au peuple burundais, à la société civile, aux partis politiques, à tout le monde, une feuille de route extrêmement précise et des outils pour suivre au jour le jour l'évolution de la situation au Burundi. Et ce qui veut dire aussi que le pouvoir sait que ces facteurs-là vont être des points sur lesquels l'attention et la vigilance vont se faire. Oui. Dernière question, Monsieur Doudou Diène. Vous êtes président, je rappelle, de la commission onusienne qui enquête sur le Burundi. Vous enquêtez depuis 3 ans sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Vous savez les genres de crimes qui sont commis, les raisons de la situation, même les auteurs de ces crimes. Qu'est-ce qu'il faut concrètement au Burundi pour que la situation soit rétablie, pour qu'il n'y ait plus ces crimes? Écoutez, la première réponse, c'est de dire que c'est le peuple burundais qui trouvera ses propres réponses. Et que tout ce que la communauté internationale peut faire, c'est de faire en sorte que les autorités burundaises respectent les principes et les engagements internationaux de respect des droits de l'homme auxquels ils se sont engagés. Et donc, la première réponse à votre question, c'est que en mettant en lumière, en documentant les violations des droits de l'homme, nous apportons donc un facteur extrêmement important à la communauté internationale et au peuple burundais en disant voilà ce qui se passe. Parce que les violations des droits de l'homme dans tous les pays du monde depuis longtemps ont perduré à cause du silence et de l'invisibilité. Donc maintenant, la communauté internationale, notamment au Conseil des droits de l'homme et au commissariat, s'est dotée d'instruments pour faire en sorte que dans tout pays où les violations se passent,
il n'y ait plus le silence et l'invisibilité. Donc ça, c'est un point important de le dire. Et ensuite, deuxièmement, en disant à ceux qui le commettent que nous, on vous a identifié, nous apportons aussi un élément important au peuple burundais et aux acteurs de la société burundaise. Et enfin, la nouveauté que nous apportons avec les facteurs de risque, c'est de dire, on vous donne un instrument et chaque facteur comprend des indicateurs de précis pour suivre la situation des droits de l'homme. Donc je pense que ça, tous ces éléments sont extrêmement importants pour aider, je le répète, le peuple burundais et ses différents acteurs à résoudre la crise du Burundi, parce que c'est eux qui doivent le faire. Et j'insiste que parmi ceux qui vont contribuer de manière décisive à l'évolution de la crise, c'est non seulement donc le peuple, centralement le peuple burundais, mais c'est aussi les pays africains autour, à la fois la communauté est-africaine et l'Union africaine, avec lesquels nous tentons, nous les visitons. J'étais moi-même à Addis Abeba, rencontrer, etc., les autorités, etc. Et donc, ce que nous produisons est utilisé également par les pays africains de la région, institutionnellement et individuellement. Et nous aussi, on visite les camps pour recueillir parmi nos sources d'informations les informations sur la réalité de la situation. Donc, je crois qu'il faut revenir à ce point central. Notre mandat, c'est les droits de l'homme. Notre mandat n'est pas politique. Mais en donnant aux droits de l'homme un sens, une substance, une réalité non abstraite, en documentant les violations des droits de l'homme, en analysant ces violations, en disant voilà, c'est des violations parce qu'il y a tel pacte, tel instrument international signé par le Burundi qui est violé, en identifiant, essayant d'identifier les responsables, etc. Et en formulant, j'insiste là-dessus, des recommandations. Nous ne faisons pas que le tableau. Nous formulons des recommandations sur ce qu'il faudrait faire. Radio Publique Africaine.